Bonjour, quel est votre nom? Mon nom est Charles Deschamps. OK, métier? Humoriste, auteur, producteur, propriétaire de Comedy Club et c'est ça, je pense que j'ai fait le tour. Professeur. Professeur, oui, si j'enseigne des fois à l'école de l'humour. Voilà, puis pourquoi ça, donc? Pourquoi ce nom? Pourquoi ça? Ah, je pensais pourquoi ce nom dans le sens pourquoi j'appelle Charles, je là, c'est ma mère, là. Non, mais je veux dire, pourquoi humoriste, mettons? Moi, c'est un rêve d'enfance. Puis j'ai fait cégep en spectacle et je me suis vraiment pété la gueule. Ouais, vraiment un malaise. En tant qu'humoriste? En tant qu'humoriste. Puis j'avais vraiment abandonné ce rêve-là. C'était comme, ok, j'ai essayé, je suis pas fait pour ça, c'est fini. Puis là, après ça, à 24 ans, j'ai ouvert le bar Le Jockey. Puis c'est la pire raison pour commencer l'humour, c'est dans un but mercantile. C'était, je vais attirer du public au bar en disant que hey, moi aussi je fais des blagues parce que je connaissais beaucoup les clients qui se tenaient au bar. Puis c'est comme ça que j'ai recommencé à faire l'humour pour remplir le bar. Puis il y a des humoristes qui m'ont dit hey, t'es quand même drôle, essaye-toi pour les auditions de l'école. Puis je me suis essayé, puis juste, c'était comme un peu une fois pour encore dire que j'ai essayé de réaliser mon rêve. C'était pas pour le réaliser, c'était pour dire que j'ai essayé. Puis là, quand j'ai été à l'école de l'humour, j'ai fait le saut, parce que j'avais pas le temps d'aller à l'école, je venais d'ouvrir un bar. Puis j'ai fait, ben, on va y aller, on va se pitcher là-dedans à temps plein. Puis là, j'ai pogné la piqûre, c'est devenu un rêve pour une deuxième fois. Et j'ai fait ça depuis 6 ans. OK. Puis t'as passé par les cours du soir, ça t'a-tu aidé? Je veux pas prêcher pour ma paroisse. Mais... Les cours du soir, honnêtement, c'est la meilleure initiation à l'humour que... j'ai l'impression qu'il y a du monde qui font le saut tout de suite dans les bars, mais j'ai l'impression que tu sais, on dit que l'école est un moule, mais les bars sont un moule, puis on dirait que le cours du soir, c'est comme tout le monde est maladroit, personne ne sait trop ce qu'il fait dans les étudiants, fait que c'est pas grave, il n'y a pas d'erreur. Tandis que dans les bars, il y a du jugement des autres humoristes, il y a du jugement du public. Quand tu es 2 ans dans une cohorte, il y a du jugement aussi dans la cohorte. On dirait que le cours du soir, c'est quelque chose qui donne une belle liberté pour apprendre à se connaître sur scène et dans son écriture. Cool. Rapidement, des influences. Mes influences, Doug Stanhope, Yvon Deschamps, Mike Ward, Wagner, Yannick de Martineau pour l'originalité. Puis je dirais que c'est ça. Mon Dieu. C'est cool. Parce que toi, t'en as vu, t'en as consommé. Je consomme du stand-up, là. Marlon est tanné, je fais juste faire ça. J'écoute du stand-up. C'est comme ma récompense. Mettons, je vais faire du jogging, j'ai le droit de m'acheter un album de stand-up puis de l'écouter dans mes oreilles si je vais faire du jogging. Je fais que ça. J'ai pas mal tout écouté, je pense. OK. Processus de création, ça ressemble à quoi exactement? Je pense que je me suis rendu compte dernièrement que mon processus de création il est peut-être un peu différent des autres. Dans le sens que moi, je viens du milieu du BMX à la base. Puis le but du BMX, c'est d'essayer de faire la nouvelle manœuvre que personne n'était capable de faire. Si tu veux te faire connaître, tu veux devenir un des meilleurs, c'est pas le temps de la quantité de manœuvres, c'est si tu as inventé une manœuvre. Fait que pour moi, l'humour, il y a la recherche d'essayer d'inventer un nouveau procédé, de trouver un sujet tabou qui n'a pas réussi à être exploité, de trouver de quoi qui n'a pas été fait. Fait que ça, c'est... Souvent, je vais penser à des affaires ou à des jokes, ça va me faire rire, mais ça va être un plan B de si j'ai rien d'autre à dire. J'essaie de trouver de l'affaire qui n'a pas été dit, qui n'a pas été fait, mais tout en respectant les codes du stand-up pur. Il y a comme pour... Je pense qu'on peut réinventer la musique classique sans débarquer du piano. Moi, je suis un grand fan du stand-up classique, puis je veux essayer de le réinventer en restant dans le classique. OK, ça donne un cadre aussi. Ouais, c'est ça, d'innover à l'intérieur du cadre. OK. Ou en jouant sur les bordures du cadre. OK. Les amis de la création, ce serait quoi pour toi? Le café. Je l'ai dit en même temps que toi. Je sais que t'aimes beaucoup ça. T'en as combien par jour? 6-7. 6-7, OK. Je pensais que c'était plus, mais... Ben, 6-7, c'est de base. Si je suis pas fatigué, c'est 6-7. Si je suis fatigué, j'en prends plus. C'est ça. À part le café? La solitude, vivre des affaires. S'enfermer chez eux pour écrire n'est pas la meilleure manière d'écrire.
Faut vivre des affaires, sortir de sa zone de confort. Tu sais, ça a l'air con, mais mettons, moi, je suis un Montréalais, aller en région, voir comment d'autres mondes vivent. Fait que là, voir quelqu'un qui pense différemment, ça te fait réfléchir à pourquoi toi tu penses comme ça. Puis là, tu fais comme, ok, je pense peut-être ça à cause de ça. Puis là, mais s'il n'y avait pas ça, ça veut dire que je penserais différemment. Fait que là, ça te donne un angle pour un numéro, ça te donne des idées. Fait que juste de rencontrer des gens différents, d'aller dans des places différentes, changer d'épicerie, aller magasiner du linge ailleurs, aller dans un autre sortie. Juste toujours être en. Puis là, tu remarques des affaires que tu n'as pas remarquées avant. Puis c'est ça qui fait, je pense, la vie du cerveau. C'est se déstabiliser. Ok, parce que tu m'avais demandé des adresses de café, entre autres. J'adore aller. C'est des nouveaux cafés pour écrire. Pour moi, c'est comme essayer une voiture nouvelle qui sort de la liste. Je vais essayer un café. Puis il y a des cafés que j'aime. Il y a des cafés qui évoluent dans le temps. Il y a un café que j'adorais qui était Café Lini sur Beaubien, en Châteaubriand. Près de Normandville. Je l'adorais parce qu'il n'y avait pas le Wi-Fi. Fait que ça, c'était le fun. T'écrivais, puis tu pouvais pas aller sur Facebook. Tu pouvais pas aller. J'aimais ça. Puis là, après 6 mois, ils sont plugués. Puis j'aimais plus ça. Fait que je cherche un café qui n'a pas le Wi-Fi s'il y a quelqu'un qui connaît ça. Ok. Ennemi de la création, qu'est-ce qui t'aide pas, mettons Oh mon Dieu. L'autocritique ou des choses comme ça, les réseaux sociaux, le niaisage. Je propose des idées, tu fais ce que tu veux. Ah mon Dieu, il y a plein de choses. Le jugement des pairs, le jugement du public, des fois ça bloque la création, puis il faut pas. On s'éparpille. Moi, j'ai tendance à m'éparpiller, puis c'est un de mes gros défauts, c'est qu'il y a plein de projets que je vais essayer, que je veux faire, puis à un moment donné, j'arrive pas à me concentrer sur un projet parce que j'ai l'autre qui me pop en tête. S'éparpiller, je pense que faire de l'humour, c'est un métier, c'est un art qui demande du temps, de la réflexion. Alors, si tu fais un podcast, une émission une chronique à radio, t'animes une soirée d'humour, à même ton côté créatif, il est moins là. Faut passer du temps seul, ça va mais le mot c'est, quand tu fais rien, c'est procrastiner. Faut procrastiner pour être un bon humoriste, je crois. Ok. Mais en même temps, répondre aux deadlines. Ouais, les deadlines est un outil utile à la création. C'est très utile. Animer une soirée d'humour, c'est très bon pour ça, justement, parce que tu dois sortir un nouveau numéro à chaque semaine ou à chaque mois. Ça, c'est sûr. Moi, je conseille ça, effectivement, parce que ça te pousse. Ok, les réseaux sociaux. J'ai ça. Fuck ça. Fuck ça, c'est le plus gros fléau à l'humour. Attends, t'es sûr? Oui et non. Ok. Je pense que je vois beaucoup de jeunes humoristes qui sortent de l'école, qui rentrent à l'école, qui essaient d'être actifs sur les médias sociaux, qui essaient de devenir connus là-dessus, avant même de comprendre c'est quoi leur métier, qui est l'humour, qui est la scène. Fait que je vois du monde qui ont 10 000, 15 000, 20 000 fans sur les médias sociaux, mais qui sont pas capables de faire un bon 15 000 sur scène. Puis je trouve ça dommage, je trouve ça triste. On est dans la quête du like et non dans la quête de la pièce d'œuvre d'art. Tu sais, je trouve que je suis sur Instagram, puis je vois plein de monde faire des stories qui sont excessivement drôles, et 24 heures après, ça n'existe plus. C'est contre-productif. T'sais. Une œuvre d'art, c'est supposé de marquer une époque, c'est supposé ou un mini-laps de temps dans une époque, c'est supposé de marquer la société, puis c'est du McDonald's, ça passe à la rive, ça passe à la rive, ça passe à la rive, puis les grands humoristes, là, ils ont fait quoi, 4, 5, 6, peut-être 10 spectacles, mettons George Carlin, dans leur carrière. C'est 10 œuvres en une vie. C'est majeur quand même. C'est majeur. Puis là, je vois du monde mettre tellement de temps là-dessus, puis personne ne se rappelle de mon meilleur statut Facebook ever, ou de mon meilleur tweet, ou de mon meilleur post. Tu sais, il y a quelque chose de triste. Puis il y a beaucoup de meilleurs humoristes qui n'ont pas beaucoup d'opportunités parce qu'ils sont pas présents sur les médias sociaux. Puis je trouve que c'est dangereux pour notre métier. Wow. Ok. Sinon, avant de dire, mettons, ce bout-là, là, il est safe, tu le testes 2, 3 fois, 4 fois, 10 fois? J'ai un problème sur la durée de vie de mes numéros est très courte. On dirait que la première fois que je fais un numéro, il y a quelque chose que j'y crois à ce que je viens d'écrire, je le vis, ça marche, puis rapidement, moi, ça meurt. On dirait que si c'est un numéro qui est un peu trop loin de moi, il va être drôle la première fois, la deuxième fois, je vais le retravailler, la troisième fois, il va être drôle, puis après 10 fois, on dirait qu'il step down, puis là, ça rit plus parce que je le vis plus. Ouais, il y a la fraîcheur qui est le fun. La fraîcheur est très importante, puis c'est peut-être moi qui n'ai pas appris encore à jouer et mentir sur scène pour que ça marche tout le temps. Mais
je dirais que c'est pas tant après combien de temps il est drôle, c'est après combien de temps il est plus drôle pour moi. J'ai une facilité, je pense, à écrire des bonnes jokes. Fait que souvent, les jokes marchent dès le premier coup. J'enlève quelques jokes qui marchent pas. Fait que le numéro rétrécit un peu. Mais souvent, je suis un peu ride-on sur les premières étapes, mais il meurt rapidement. Après, j'écris des numéros qu'après 3 mois, j'ai arrêté de les faire parce que c'était plus drôle. Mais je comprends parce qu'il y a le thrill aussi d'essayer du stock. Ça, c'est quand même excitant. J'imagine que tu vis ça aussi. Là, pour moi, c'est quasiment pour ça que je vis l'espèce d'adrénaline de... Je vais dire de quoi, j'ai aucune idée si c'est brillant ou vraiment stupide. Et la récompense est 100 personnes qui rient, ce qui est la plus belle affaire du monde. Et la punition est 100 personnes qui te regardent avec de l'incompréhension à les yeux. Et c'est la pire punition au monde. C'est un high d'adrénaline là, qui est tellement le fun. Là. Je comprends tellement. Sinon, j'ai vu que tu fais beaucoup de ce qu'on appelle du crowd work. C'est-à-dire que tu joues avec le public. T'en fais à chaque show. Je veux dire, pour toi, la part d'impro est importante. C'est ça? J'en fais, surtout quand j'anime. J'en fais un peu dans les shows. Je trouve que c'est une manière de se mettre en danger et de revivre son matériel. Puis, comment je peux dire ça? Il y a aussi quelque chose que si tu parles au public et après ça tu embarques dans ton stock et qu'ils voient qu'il y a une différence, c'est que tu joues pas assez bien tes numéros, le monde n'y croit pas, il voit que c'est écrit, que c'est raconté. Mais si t'es capable de faire une espèce de fondu entre les deux, le monde va encore croire plus à ton histoire parce que le 4 secondes t'es comme salut toi, comment tu vas? Hey, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah oui, tu fais ça. Hey, moi j'ai déjà fait ça. Puis là, si tu réussis à faire un beau fondu, on dirait que le monde embarque plus dans tes histoires. Il y a quelque chose de... Mais c'est un autre art, quasiment. T'as le monologue, t'as le stand-up, t'as l'art du liner, puis t'as l'art du crowdwork. Tout ça mélangé ensemble donne un bon humoriste et bon dans tout. Effectivement, c'est... sinon, pendant que j'étais devant moi, là, tes moments forts que tu as vécu au bordel, tu continues à en vivre, là, mais je veux dire, t'en as vu du monde passer, là, on peut-tu dire des milliers, je sais pas? Des centaines, mettons, fait 4 ans, 3 ans d'open mic, 3 fois 150, ça fait 1500 personnes, 1500 numéros que j'ai vus en animation, mettons. Ok, y a-t-il des choses que tu te rappelles vraiment que tu fais quand ça je me souviens puis c'était tiens donc qui ressortent mettons là, parce que oui il y a beaucoup de gens qui essayent des nouveaux là tu sais mais mettons tu veux les beaux moments ou les mauvais moments? Parce que j'ai des deux. Commençons par les moins bons, mettons 1 ou 2 moins bons puis là je vais dire quelque chose de sans nommer nécessairement les gens peut-être. Il y a mettons dans l'histoire du bordel il y a peut-être une dizaine de personnes avec des handicaps qui sont montées sur scène. Puis, le 3/4, en fait, c'est presque tout le temps merveilleux parce que le monde a de l'empathie, parce que le monde, c'est, hey, il y a un handicap, ça l'arrête pas, il essaie quand même de faire quelque chose, puis le monde trouve ça beau, puis à chaque fois, ça donne des beaux moments. Sauf une fois, là, il y avait un monsieur qui était lourdement handicapé, que c'était tellement pas drôle, ses jokes marchaient tellement pas, que le public a débarqué, c'est un des plus gros malaises que j'ai vu de l'histoire de l'open mic. Débarquer en termes de silence? Un silence de... Tu sais, mettons, le monde avait une empathie. Fait que 3 gros rires sur les premières blagues, même si c'était des mauvaises blagues. Puis après ça, le public débarquait et 3 minutes de silence à la fin. Ça, c'est un des pires moments que j'ai vu au bordel dans la tristesse. Mais tellement de... C'est triste, hein? Tu imagines le malaise, là. Bon. Ouais, mais ça fait partie de la vie. C'est ça aussi qui est... comment je dirais... La beauté de ce métier-là, c'est que même les échecs, tu sais, je veux dire, on avance, tu sais, puis ça fait partie de la game à quelque part, tu sais. Mais bon, allons du côté des surprises, mettons, là. Surprise, ce que j'ai remarqué, c'est que depuis la naissance de l'open mic, j'ai l'impression qu'avant, il y avait... T'essayais de faire l'humour, tu devenais une vedette, si tu n'y avais pas, t'arrêtais. Là, il y a une espèce de... du monde qui font de l'humour un peu comme du monde qui gratouille une guitare à la maison. Puis il y a quelque chose de beau là-dedans des gens qui trouvent une passion, qui deviennent bons, qui s'améliorent, qui aiment ça, puis que c'est pas dans un but de devenir une vedette ou de faire un gala juste pour eux, c'est eux, 1 à 2 fois par semaine, 1 fois par 2 semaines, ils montent sur la scène, puis ils vivent un moment. Puis il y a quelque chose que je trouve très beau là-dedans, une démocratisation un peu du métier que, tu sais, avant c'était très élitiste, il n'y avait pas beaucoup d'humoristes, c'était dur d'accès, on idolâtrait un peu les humoristes. Là j'ai l'impression que, vu que c'est un peu plus facile d'accès, il y a du monde qui font ça comme,
sans ambition, mais avec l'ambition de s'améliorer. Sans ambition professionnelle, mais avec quand même le goût de s'améliorer. Puis quelque chose que je trouve très beau là-dedans. Je trouve ça... Il y a l'ex-copine à mon papa qui a commencé à faire du stand-up. Je pense que c'était même comme Marthe. Une madame de... Ah, peut-être juste le cours d'écriture. Écoute, je sais pas ma mémoire. Écoute, peut-être. Mais une madame qui a commencé à faire du stand-up à 50 ans. Puis elle arrache tout le temps. Mais tu sais, à 50 ans, mais je pense qu'elle approche de 60. Tu sais, elle a sa petite maison en campagne, elle fait 1h30 de char pour venir au bordel faire un 5 minutes. Elle vient avec ses 2 chums de filles, puis ils ont du fun, puis elle est bonne, elle fait rire tout le monde, mais tu sais, elle fait pas les auditions de gala, elle veut pas passer à la TV, elle aime ça venir faire 5 minutes de jokes qu'elle a écrit, puis ça rentre super fort, puis il y a quelque chose que je trouve vraiment beau là-dedans. Wow. Tu parles cantonais, c'est ça? Mandarin. On a perdu beaucoup. Peux-tu dire une phrase... Wo Rengoshing Rensheni Jintien. Je suis très content de te rencontrer aujourd'hui. Ça me sert tellement à rire, Mario. C'est tellement intéressant. J'étais quand même curieux d'entendre. Ok. Écoute, j'aurais tellement de questions, mais on va arrêter là. Peut-être un dernier mot en terminant. Là. Un message ou... Si vous écoutez ça, bottez-vous le cul, puis essayez une fois de faire du stand-up. Juste une fois, ça va changer votre vie. C'est une expérience que tout le monde devrait vivre. C'est la même expérience que vivre un saut en parachute, un saut en bungee. C'est quelque chose que tout le monde devrait vivre une fois dans sa vie, juste pour sortir hors de sa zone de confort, puis découvrir un métier, un art qui est... essayez ça, une fois dans votre vie. Il y a booking@lebordel.ca, il donne une date à tout le monde pour l'open mic un jour. Essayez le mot une fois dans votre vie. Un énorme merci. Ça fait plaisir, Mario.